Alors, on va passer au deuxième intervenant, Philippe Kaminski. Alors, Philippe Kaminski est un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce n'est pas une spécificité du monde francophone, mais l'économie sociale et solidaire a sa spécificité dans le monde francophone. Philippe Kaminski est certainement un des meilleurs experts en la matière. Et il va nous dire comment, justement, se présente l'économie sociale dans son prisme francophone et quelle réponse à quelle crise, parce que ça suppose qu'il y a des crises. Donc, je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Bon, quelques propos interrompus qui viennent en fait compléter un document qui est déjà il y a déjà quelques années, ce que j'avais rédigé pour notre catalogue de propositions pour la cité de Villers-Cotterêts. Et ce document a un petit peu évolué à la marge, mais le fondement de la problématique est inchangé. En prologue, je dirais qu'il existe une économie sociale et solidaire de riches. Rien n'interdit des entrepreneurs en nouvelles technologies informatiques de s'organiser en société coopérative ouvrière. Le mot ouvrier prend ici un sens un peu particulier, plutôt que de fonctionner selon le système des jeunes pousses ou start-up, comme disent les franglais. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir préféré ce système, et ça fait partie de l'économie sociale, qu'on le veuille ou non. Il y a une économie sociale et solidaire de goût, de préférence. Des gens qui créent ensemble une école coopérative, un restaurant coopératif. Finalement, l'affectio societatis prend peut-être un peu le pas sur l'efficacité économique. Là encore, ils font partie du monde de l'économie sociale et solidaire, et il n'est pas question de les mettre de côté. Ceci étant, le fond de notre problématique, selon le joli mot qu'on attribue à Anatole France, c'est de dire que la coopération, c'est la fille de la misère et de la nécessité. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, qui, alors, précisons rapidement, ce concept est né il y a une quinzaine d'années, il a pris la place de ce qui s'appelait auparavant tout simplement l'économie sociale, point, laquelle, l'économie sociale, est née en France entre 78 et 82. Donc elle a été officialisée au bout de quelques petites années. Elle s'est internationalisée par la suite, mais elle est née en France. Ceci étant, l'économie sociale française n'est pas autre chose qu'une sorte d'extension de la coopérative, la bonne vieille coopérative, qui elle est beaucoup plus ancienne, et dont on fait remonter la naissance à Rochdale en 1844. Elle s'est organisée sur le plan international. L'Alliance coopérative internationale a été fondée en 1895, c'est donc une très vieille dame. Et en fait, ce sont les principes de la coopérative qui ont été étendus à d'autres catégories d'entreprises, d'associations, pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Mais cette idée de fille de la misère et de la nécessité, à mon sens, doit rester fondamentale, surtout lorsqu'on parle de francophonie, car on aborde de façon frontale les problèmes de développement, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'autonomie, les problèmes d'émancipation. Alors, soyons clairs, la coopérative, c'est certes une bonne part d'utopie et de fragilité. La fragilité est double par rapport à une entreprise ordinaire, parce qu'il faut à la fois que ça tienne sur le plan humain et que ça tienne sur le plan économique. Il faut donc une solidité assurée au point de vue règles de fonctionnement et des circonstances favorables. Je dirais que ce dont nous parlons, l'économie sociale et solidaire, c'est une utopie tempérée
par la nécessité de l'efficacité économique. Et c'est, à mon sens, la meilleure et la seule manière de faire en sorte que l'utopie se transforme en réalité. Alors, quelles sont ces circonstances favorables? Eh bien, j'en vois deux principales. La première, c'est une attitude bienveillante de la part des pouvoirs publics. Et ça, c'est très difficile, parce que les pouvoirs publics ont tendance, plutôt que de faire œuvre de bienveillance, de faire œuvre de contrôle et de chercher à accaparer les structures qu'ils favorisent. Et la deuxième circonstance, mais le deuxième facteur favorable à l'éclosion de l'économie sociale, c'est le charisme d'un fondateur, d'un meneur. Je me tourne vers les Québécois qui sont ici. Il est clair que sans la personnalité d'Alphonse Desjardins, eh bien, il n'y aurait pas de Banque Desjardins aujourd'hui. Et il en est de même pour un certain nombre d'autres réalisations qui ont défié les décennies et les siècles même. Il me reste... Bon, on me donne très peu de temps. Je vais... Je vais structurer mon exposé très rapidement en 4 points. D'abord, préciser quelques points sur les rapports entre économie sociale et francophonie. Ensuite, parler des événements nouveaux, il y en a peu, mais quelques-uns, et de la situation en termes internationaux. Évoquer les dangers qui se présentent. Et enfin, faire un focus sur 2 préconisations, parmi d'autres. L'économie sociale est donc née en français, alors que l'Alliance coopérative internationale puise ses racines dans de nombreux pays, mais il est assez logique qu'elle soit de langue anglaise. Anglaise et non pas américaine. Il y a donc, dès le départ, un problème en termes d'expression linguistique lorsque une organisation se veut représentative de l'économie sociale et lorsqu'elle souhaite parler sur un plan international. Jusqu'ici, les choses se sont heurtées à de nombreux obstacles. Il y a des préjugés de toute nature. Je me souviens en particulier, lorsque j'ai été amené, il y a déjà longtemps, à parler à des amis responsables de l'économie sociale en France du projet de Villers-Cotterêts, il y a eu des réticences qui étaient de nature culturelle, politique plutôt, compte tenu des familles politiques auxquelles ces gens appartenaient. Francophonie, ça évoquait coopération, et coopération, ça évoquait soit néocolonialisme, soit secteur public. C'est l'affaire de l'État. Donc nous n'avons rien à y faire. Les intérêts communs entre francophonie et économie sociale et solidaire ne sont guère perçus ni d'un côté ni de l'autre. L'OIF n'a en fait très peu au fait des questions économiques, encore moins des questions sociales. Quant au milieu qui anime les structures fédérales et confédérales de l'économie sociale et solidaire, ils en général et assez souvent, ils sont américanisés. L'usage de l'écriture inclusive y est fréquent. Les termes anglo-saxons, ils sont fréquents aussi. On a du mal à faire passer un message francophone. Pourtant, il est clair que les notions de développement, d'émancipation, d'identité, d'enracinement, enracinement ne voulant pas dire enfermement, bien entendu, sont communes aux 2 sphères et devraient permettre des rapprochements. Alors ces rapprochements, il semblerait qu'il y en ait un petit peu qui se font de toute manière. Des rencontres entre des Français, des Belges et des Africains. Il y a des messages qui passent. Alors, il vient d'y avoir à Dakar, début mai,
une conférence mondiale de l'économie sociale et solidaire, pour la première fois organisée en Afrique francophone. Ça a été, je dirais, un succès, peut-être pas un triomphe, mais un succès, par la participation, par la qualité des débats. Malheureusement, à peine cette conférence close, il y a eu des émeutes à la ville de Dakar, pour une part ethnique, d'autre part pour une autre part sociale, et cela a un peu terni l'espèce de bel optimisme qui ressort des résolutions qui ont été votées à l'issue de ce congrès de Dakar. Alors, ces résolutions tiennent en 17 points. Je ne veux pas vous les énumérer, mais je les tiens à votre disposition. Je peux les envoyer à qui me les demandera. Il y a eu un événement entre-temps, c'est que le 18 avril dernier, l'ONU a publié pour la première fois une recommandation, enfin un avis favorable où il est question de soutenir l'économie sociale et solidaire comme pouvant être un moyen privilégié de combattre la pauvreté et de réussir la transition énergétique. Alors, ce document du 18 avril, il ne faut pas y attacher une importance qu'il n'a pas, bien entendu, les résolutions internationales. Vous savez que l'ONU, il y a des années ceci, il y a des journées cela. Tous les jours, il y a une journée spéciale de commémoration. Quelquefois, il y a plusieurs journées spéciales en un seul jour. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et il y a eu plusieurs années de la coopération. Il y a eu plusieurs manifestations spécifiques sur les coopératives qui n'ont pas, dont personne n'a conservé la mémoire. Néanmoins, c'est la première fois que ça arrive, que l'économie sociale et solidaire existe au niveau de l'ONU. Et comme l'OIF a tendance à copier avec un certain retard ce que fait l'ONU, on peut espérer qu'il se passera quelque chose du côté de l'OIF. Bon, je dirais pour ma part que je vois dans ces 17 points qui ont été adoptés par applaudissement à Dakar, je vois 3 dérives dangereuses possibles. Non pas certaines, mais possibles. La première, elle est très commune en France, c'est une instrumentation par les politiques publiques, qu'elles soient municipales, régionales ou nationales. Beaucoup d'élus vont encourager l'économie sociale parce qu'ils y voient en fait un moyen de sous-traiter un certain nombre de problèmes et d'asseoir leur pouvoir et de proposer, enfin, et de se présenter en innovateurs sociaux, en promoteurs de solutions nouvelles. Or, la qualité principale, il n'y a pas d'économie sociale s'il n'y a pas d'autonomie des organisations et des entreprises concernées. Si elles sont entièrement sous la botte d'un pouvoir politique, élu, même bienveillant, mais qui, par ses subventions, ses conseils, ses interventions, a la main en fait sur la conduite des opérations, elles ne sont pas vraiment autonomes et ça me paraît un danger important. Deuxième dérive possible, c'est de se focaliser sur la transition énergétique. Alors effectivement, nous sommes submergés de discours qui nous expliquent que c'est une priorité absolue, qu'elle surpasse toutes les autres et que nous devons absolument diminuer de tant de pourcents notre émission de gaz à effet de serre, etc. Je comprends bien tout cela. Je trouve personnellement, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est largement exagéré. Néanmoins, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'économie sociale et solidaire. J'en suis désolé. Cette économie sociale et solidaire, elle est à l'image de la société et de toutes ses contradictions. Une association de chasseurs
et une association d'opposants à la chasse font partie, l'une et l'autre, de l'économie sociale et solidaire. Elles ne sont pas d'accord entre elles. Donc il est difficile de considérer que le simple fait d'appeler au développement et à la promotion de l'économie sociale et solidaire puisse apporter quelque chose qui aille dans le sens d'une transition énergétique plus sociale, plus rapide et mieux acceptée par les populations. Le troisième danger, c'est que les valeurs de nos sociétés du Nord, valeurs entre guillemets, soient brutalement imposées au Sud. C'est particulièrement vrai pour toutes les questions dites sociétales. Nous avons, enfin pas nous, mais nous, notre société, l'image que nous donnons, tendance à considérer le Sud comme ce que nous étions nous-mêmes il y a quelques décennies. Or, ce n'est pas le cas. Et il y a une très grande variété entre les cultures et les pays faisant partie de l'espace francophone. Alors, bien entendu, lorsqu'il y a des programmes qui sont financés par le Nord et qui mettent comme obligation, par exemple, de veiller à ce qu'un certain nombre de principes concernant les minorités sexuelles ou que sais-je, ou autre chose, soient respectés, les pays pauvres, les pays du Sud, pas forcément pauvres, mais enfin, tous les pays du Sud, qui aimeraient bien pouvoir participer à ce programme, mais en recueillir quelques miettes, ils vont passer par les fourches codines de ces conditions. Ça dénature complètement les rapports que l'on peut avoir entre les sociétés du Nord et les sociétés du Sud. Et c'est extrêmement dangereux et surtout, c'est mal reçu. Je voudrais pour terminer... Bientôt conclure, voilà. Oui, je vais conclure. Vous faire part, il y a des tas de choses dont je n'ai pas parlé, mais tant pis. Vous faire part de deux des conclusions principales d'un groupe de travail que j'ai animé il y a quelques années avec une vingtaine de coopératives ivoiriennes. Il s'agit de participants de base, bien entendu. Et ces préconisations vont un peu directement à l'encontre de bien des idées reçues chez nous. La première, c'est le refus, le danger du prêt. Le prêt est très mal vécu. Chacun a l'exemple, a vécu, a vu tout près de lui des situations qui se sont très mal terminées parce que une institution, que ça s'appelle microcrédit ou pas, a prêté de l'argent. Le prêt doit être remboursé, mais la façon dont on exige le remboursement ne correspond pas du tout au rythme possible de développement d'une entreprise dans un pays en développement. Alors le prêt, c'est bien, mais on ne veut pas. Le don, c'est mieux. Mais est-ce que le don, c'est la solution? Là encore, on réfléchit et on s'aperçoit que le don, souvent, ce sont des objets, des équipements qui sont donnés, puis débrouillez-vous, faites au mieux. Le donateur, une fois que le don a été fait, que le cordon d'inauguration a été coupé, eh bien, il passe à autre chose. Et puis, l'objet en question, l'équipement en question, n'est pas forcément bien utilisé, il est mal entretenu, il tombe Non. C'est du gaspillage. Et le donateur, souvent, aura l'attitude de dire tant pis,
j'aurais essayé. Il faut conclure, Philippe. Je conclus. J'aurais essayé. J'aurais tenté. J'ai fait une bonne action quand même. J'ai fait un don. Ça n'a pas marché. J'ai fait un don, j'ai fait une bonne action. Eh bien non. Ce qu'on lui dit, c'est qu'il a fait une mauvaise action. Il a fait une mauvaise action parce qu'il a accrédité l'idée qu'on peut gaspiller, que l'argent qui vient du Nord et qui vient des pays développés, c'est une pompe qui peut donner sans cesse et sans aucune responsabilité. Et en fait, mes amis africains se sont tous mis d'accord sur le fait que le seul soutien qui vaille, ce sont les fonds propres, et les fonds propres doublés d'un réel engagement d'entrepreneurs. Il faut montrer que l'argent qu'on donne, on le fait travailler et que c'est difficile et que ça nécessite des efforts. Et là, il y a une valeur d'exemple qui est préférée à toute autre forme d'aide. Bon, je m'arrête là. Merci. Alors, ce que je retiens en particulier, c'est que on parlait tout à l'heure de Français des affaires. L'économie sociale et solidaire fait pleinement partie du monde de l'économie, comme son nom l'indique. Et donc, là aussi, il faut se battre, sans doute, pour que la langue française, qui était la première langue, si je puis dire, puisque l'économie sociale est née en France, qu'elle est moins francophone aujourd'hui, mais qu'il faut donc se battre pour que le français soit aussi présent dans cette économie sociale et solidaire, d'autant plus, je veux dire encore plus, que dans l'économie générale, si je puis dire, puisque c'est une économie de proximité. Donc, il faut que, de fait, on puisse s'exprimer aussi, quand il le faut, en français, dans ce secteur.